Salut à tous, c'est Laurent, je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo sur la chaîne Elprod. Une vidéo, comme vous pouvez le constater, à ciel ouvert en ce mois de juin. C'est l'occasion avant les vacances de s'offrir un petit peu d'aération. Alors dans cette vidéo, on va surtout voir et on va parler de ce combat que se livrent Américains et Chinois depuis plusieurs années pour à nouveau conquérir la Lune. On peut se poser la question, je suis allé voir un petit peu ce que disent mes confrères sur les différentes chaînes YouTube qui parlent de ce sujet, et on s'aperçoit souvent à dire que les Américains qui ont des objectifs pour 2028 n'arriveront pas à tenir celui-ci. Quant aux Chinois, petit à petit, ils mènent leur petit bout de chemin pour aller tranquillement en 2029 ou peut-être 2030 se poser sur la Lune. Bref, ça rappellerait presque une fable de La Fontaine, le lièvre et la tortue. Alors, qui sera le premier sur la Lune? Et puis finalement, quels sont les enjeux aujourd'hui pour le bloc américain comme pour le bloc chinois d'être les premiers là-haut? On va en parler dans cette vidéo. La course à la Lune a pris un tournant décisif. Si la question d'un dépassement de la NASA par la Chine semblait hautement improbable il y a quelques années, la compétition est aujourd'hui extrêmement serrée. Dire avec certitude si les Américains seront doublés est difficile, mais à l'écart c'est considérablement réduit en raison d'un retard accumulé du côté américain et de la régularité impressionnante du calendrier chinois. La NASA, c'est vrai, conserve une avance technique, mais son calendrier initial a dû être profondément réorganisé. Alors la NASA a enregistré une grande victoire avec le survol habité de la Lune lors de la mission Artemis 2. Cependant, l'agence a dû restructurer la suite du programme. On le rappelle, Artemis 3, qui est normalement prévu fin 2027, pour poser des humains sur la Lune, et bien cette mission a été modifiée. Elle n'atterrira pas sur le sol lunaire, mais effectuera uniquement des tests de rendez-vous et d'amarrage avec les capsules en orbite terrestre basse, similaire finalement à ce qu'avait fait l'historique mission Apollo 9. Alors le souci quand même, rappelons-le, c'est qu'il y aura bien, comme l'a annoncé la NASA récemment, une jonction entre le vaisseau Orion mais aussi le Starship, mais un Starship comme on le connaît aujourd'hui, c'est-à-dire un vaisseau cargo. C'est-à-dire que ce n'est pas du tout la version du Starship qui ira sur la Lune pour les missions Artemis 4 ou Artemis 5, en tout cas ce qui prouve déjà du retard aussi du côté de SpaceX. Alors revenons à Artemis 4 et 5, là c'est prévu pour 2028, là aussi ça paraît peu probable. Eh bien ces missions reposeront donc sur cet alunissage habité américain. Un principal défi qui reste la finalisation et la certification des atterrisseurs. Alors bien sûr, je vous ai dit le Starship, mais aussi le Blue Moon de Blue Origin, qui ne peut voler qu'avec une fusée New Glenn. Or, celle-ci a explosé lors d'un test, la 4e fusée de Blue Origin. Il faut construire le pas de tir, ça va prendre au moins un an, même si aujourd'hui, les dirigeants de Blue Origin se disent assez optimistes en disant que la fusée New Glenn pourrait revoler d'ici la fin de l'année 2026, ce qui est peu probable. Alors côté chinois, justement, il y a le programme Mengzhou, la Chine qui avance sans bruit, mais avec une régularité de métronome, affichant son objectif immuable, imposer des taïkonautes, des astronautes version chinoise, sur la Lune d'ici 2030, peut-être 2029, puisque ça correspondrait avec l'anniversaire du président chinois pour son 80e anniversaire. L'administration spéciale chinoise, la CMSA, enchaîne donc les succès, notamment avec le premier test intégré réussi d'une fusée réutilisable Longue Marche 10 et de la capsule Mengzhou. Le plan de vol chinois est déjà validé, 2 lancements distincts de fusée Longue Marche 10, acheminement séparément l'équipage et l'atterrisseur, l'Agnew, pour un rendez-vous bien sûr en orbite lunaire. Bref, ça ressemble aux missions Apollo. Alors quelles sont les forces en puissance? Eh bien d'un côté américain, une fusée comme le SLS, qui est une fusée qui a déjà survolé autour de la Lune, avec la capsule Orion. Même si on envisage aujourd'hui, pour les missions Artemis 4, de lancer Orion avec le SLS en orbite terrestre et que celui-ci s'amarre au Starship pour ensuite partir vers la Lune, ce qui prouve aussi la fin de cette fusée SLS. Bref, on est un petit peu dispersé côté américain, et puis côté chinois, c'est une excellente maîtrise des technologies robotiques, retour d'échantillons de la face cachée de la Lune, ce que n'avaient pas fait les Américains. La flexibilité, côté américain, on est soumis au budget voté par le Congrès et aux audits stricts de sécurité. Côté chinois, c'est une capacité à accepter des risques politiques différents pour tenir l'échéance de 2030. Bref, le porte-monnaie est plus facilement ouvert côté chinois que côté américain.
Alors bien sûr, que ce soit côté américain ou côté chinois, on l'a bien compris, l'ambition c'est d'être les premiers là-haut sur la Lune. Chacun a ses propres ambitions, mais avant tout c'est quand même aussi la politique qui domine, et ça on va en parler dans la deuxième partie de cette vidéo. Alors justement, côté politique, eh bien pour Washington, l'enjeu, il est de consolider son statut de leader mondial, incontesté de l'espace, et de contrer l'influence grandissante de Pékin. Rappelons que les Américains ont un petit peu ça dans le sang, ce côté conquistador, ce côté on a conquis l'Amérique. Eh bien après l'Amérique, on va conquérir le monde, et puis après le monde, on va conquérir l'espace. Bref, c'est dans l'ADN des Américains, et j'ai envie de dire. Le cadre juridique mondial, les accords Artemis, les États-Unis ont mis en place ces accords rejoints par plus de 60 nations. Ça propose une interprétation du traité de l'espace de 1967 qui autorise l'exploitation commerciale des ressources comme l'eau et créer des zones de sécurité autour des installations. Bref, l'enjeu est de faire de ce modèle le standard international avant que la Chine n'impose le sien. Alors pour la Chine, eh bien pour Pékin en tout cas, le programme lunaire c'est un outil d'affirmation nationale, de contestation de l'ordre mondial dominé par l'Occident. L'accomplissement du rêve chinois porté par Xi Jinping, ce concept qui vise à replacer la Chine au centre de l'échiquier mondial d'ici le centenaire de la République populaire en 2049. Poser un taïkonaute sur la Lune d'ici 2030 en serait bien sûr le symbole le plus éclatant, effaçant le siècle d'humiliation historique. En tout cas, les deux superpuissances visent exactement les mêmes sites d'atterrissage, les cratères du pôle sud lunaire. Alors vous allez me dire pourquoi cet endroit ? C'est là que se trouvent les réserves en glace d'eau. Cette eau est à la clé de la voûte de l'économie spatiale future. Elle peut être transformée en oxygène pour respirer et en hydrogène pour fabriquer du carburant de fusée directement sur place. L'enjeu politique immédiat est donc une course au foncier. Le premier qui s'installera durablement près de ces cratères stratégiques pourra, via des zones de sécurité ou des motifs scientifiques, restreindre l'accès de son rival aux ressources les plus précieuses. Ce n'est plus une course pour visiter, mais pour gouverner. Voilà tout l'enjeu de la Lune, même si elle a aussi un symbole scientifique, avec des recherches, montrer aussi que l'homme peut vivre en dehors de la Terre, sur une autre planète, sur une autre planète, c'est pas une planète, mais sur un autre astre, pour finalement, par la suite, peut-être envisager d'envoyer des Américains, des Chinois, des Européens, vers d'autres planètes cette fois-ci, comme Mars, notre plus proche voisine. Alors bien sûr, oui, ça peut faire rêver, mais derrière tout ça, on l'a bien compris, il y a un enjeu effectivement politique, de s'affirmer, de montrer qu'on est le leader, que ce soit sur le bloc chinois ou sur le bloc américain. Bref, on retrouve les mêmes enjeux que durant les projets d'Apollo, et également des missions lunars des soviétiques dans les années 60. Alors oui, on se rend compte que les Américains se sont beaucoup éparpillés depuis des années, tout d'abord avec le projet Constellation, imaginé par George Bush Jr., avec l'arrêt qui avait été décidé par Barack Obama lorsqu'il a pris la présidence des États-Unis, puis son retour avec à nouveau Donald Trump du projet Artemis. Bon, on a quand même gardé quelques vestiges de constellation, la capsule Orion, la fusée SLS. La fusée SLS, ce véritable boulet pour les Américains, qui a coûté des milliards et qui finalement coûte encore très très cher. Alors il sera certainement d'ailleurs arrêté, ce projet SLS, au profit peut-être du privé et du Starship, qui emmènera la capsule Orion directement vers la Lune, et c'est ce qui se dessine en tout cas à l'horizon 2028-2030. Bref, en tout cas les Américains peut-être n'ont pas gagné la course à la Lune, ils ont la technologie soit, mais les Chinois effectivement avancent petit à petit, et telle une tortue seront peut-être les premiers sur la ligne d'arrivée, ou du moins au pôle sur la Lune. Voilà, je vous ai expliqué entre 10 et 15 minutes à peu près mon point de vue sur cette course à la Lune entre les Américains et les Chinois. Alors je le rappelle, ce n'est que mon simple avis et mon idée de la question, mais peut-être que vous aussi, vous en avez une idée sur cette question. Qui seront les premiers là-haut ? Quel sera l'intérêt justement d'aller installer une base lunaire ? Eh bien vous pouvez répondre en commentaire en dessous de cette vidéo.
si vous le souhaitez. Merci en tout cas à vous d'avoir suivi cette vidéo sur la chaîne Elprod. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu si vous avez aimé et puis bien sûr de vous abonner à la chaîne pour être au courant de toutes les vidéos qui sortent régulièrement. Je vous dis à très bientôt et merci encore d'être de plus en plus nombreux à nous rejoindre sur la chaîne. Ciao.